Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont parfaitement symboliques pour justement arriver à cet apaisement des mémoires à propos de la guerre d'Algérie, mais c'est quand même un sujet qui est hyper sensible, où les gens qui étaient dans un camp ou dans l'autre, ou qui descendent de gens qui étaient dans un camp ou dans l'autre, sont toujours à cran sur cette histoire. Donc ce n'est pas si simple que ça de trouver des solutions pour l'apaisement des mémoires. Il y a quelques préconisations qui concernent des gestes symboliques comme l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon ou des choses de ce genre-là, une stèle pour l'émir Abdelkader. Bon, c'est quand même des choses qui sont relativement symboliques, mais qui ne vont pas forcément être bien perçues par l'ensemble de la population, quoi. Le fait que Gisèle Halimi entre au Panthéon, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est au Panthéon et qui continueront à ne pas savoir. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit vraiment utile dans les relations entre les Algériens et les Français. Et le problème, je pense, dans cette histoire, c'est la différence entre ce qui se passe entre le pouvoir français et le pouvoir algérien, les institutions, le gouvernement, le chef de l'État et les gens. Ce n'est pas exactement la même chose, je pense. Il y a des choses qui sont certainement importantes d'un point de vue symbolique, par exemple le fait qu'on dise la vérité sur l'assassinat d'Ali Boumendjel, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais on pourrait avoir quelques milliers de préconisations comme ça, parce qu'il y a quelques milliers de gens dont on devrait reconnaître l'assassinat aussi, pas seulement Ali Boumendjel ou Maurice Audin. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu la vie dans ce conflit, et il y a des vérités à dire sur beaucoup de gens, que beaucoup de familles attendent, en particulier du côté algérien. Moi, ce que je crois important, c'est les mesures qui sont faites vers l'avenir. Donc, pour pouvoir avancer vers l'avenir, par exemple, il y a cette question des archives. Ce n'est pas juste réussir à voir les archives et à savoir ce qui s'est réellement passé, c'est pour pouvoir avancer vers l'avenir, pour savoir effectivement ce qui s'est passé, comment, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, et qu'on puisse marcher ensemble vers l'avenir, faire des choses ensemble, faire de la coopération scientifique, de la coopération culturelle, de la coopération sportive, de la coopération dans tous les domaines, qui ne concerne pas seulement les chefs de l'État, mais toute la population. Donc pour ça, il y a des choses, pour aller vers l'avenir, il y a des choses relativement concrètes, qui sont par exemple le problème des visas. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette histoire de visas, ces complications au niveau des visas entre la France et l'Algérie? En particulier pour les chercheurs, mais pas seulement, pour n'importe qui a besoin de se déplacer d'un côté ou de l'autre. Actuellement, il y a la pandémie, ce n'est pas un souci. On ne peut pas bouger, ok, d'accord. Mais sur le fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire de visa et ces complications qu'il y a avec ces problèmes de visa dans les deux sens, hein, dans les deux sens. Parce que quand les Français font les choses compliquées pour les Algériens font les choses aussi compliquées pour les Français. Donc l'obtention de visa est quelque chose de compliqué et réussir à se déplacer est quelque chose de compliqué. Donc faire de la coopération uniquement virtuelle, uniquement par les réseaux sociaux, etc., c'est pas raisonnable. La coopération, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on fasse les choses ensemble. Des visas pour 10 étudiants d'un côté et 10 étudiants de l'autre, etc. Non, c'est pas uniquement ça qu'il faut faire. Ça, c'est important de le faire. Mais c'est relativement symbolique par rapport à un problème qui est un vrai problème, qui est celui des visas, c'est évident. Des excuses, je pense que c'est les gens qui ont fait les choses qui auraient dû s'excuser de les avoir faites. Éventuellement, ils auraient dû être poursuivis en justice, etc., au fur et à mesure, etc., pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que le président de la République actuelle doit faire des excuses au président de la République actuelle? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas que ce soit ça qui soit important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelle est la vérité sur les faits, et de faire une espèce de bilan du colonialisme et de la guerre d'Algérie en particulier. Mais le colonialisme, c'est 132 ans, c'est pas seulement les 8 ans de la guerre d'Algérie. Ce qui était important, par exemple, quand le président de la République est venu voir ma mère, il lui a remis une déclaration où il a dit un certain nombre de choses dans cette déclaration, dont une partie n'est pas appliquée à l'heure actuelle par le SGDSN, à propos des archives, etc.
mais il a dit un certain nombre de choses. Qu'à un moment donné, il ait dit je vous dois des excuses, etc., c'est quelque chose qu'il a dit. C'est pas dans la déclaration, et c'est pas ce qu'on attendait de lui. Ce qu'on attendait de lui, c'était la déclaration qu'il a faite. Et la déclaration qu'il a faite disait un certain nombre de choses à propos de Maurice Audin, à propos des milliers comme lui, et à propos de l'ouverture des archives, pas seulement sur Maurice Audin, mais sur tous les disparus de la guerre d'Algérie. On pouvait s'attendre à ce que les choses soient mises en œuvre, et c'est là-dessus qu'on attend. Ce n'est pas sur le fait qu'ils disent à ma mère « je vous présente mes excuses », etc., ou les excuses de l'État français. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu de la déclaration qui dit un certain nombre de vérités, qui dit par exemple que c'était un système, qu'il y avait un système qui avait été mis en place par la République française, en Algérie, en particulier à Alger, qui était le système de arrestation sommaire, torture, exécution sommaire aussi. Bon, c'est des choses qui sont confirmées par la déclaration du président de la République et qui dit clairement qu'à ce moment-là, l'objectif, ce n'était pas de déjouer des attentats, c'était de terroriser la population. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'à cette occasion-là, il aurait dû dire « et donc la France s'excuse de… » Non, je ne vois pas l'intérêt. Espérer, il y a toujours moyen d'espérer, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut espérer. Après, pour que l'espoir devienne une réalité, il faudrait que, effectivement, les deux pouvoirs, les deux gouvernements, les deux chefs de l'État se mettent d'accord, puisque quand on va chercher, par exemple, la dépouille de Maurice Audin, mais il y en a beaucoup d'autres, si on cherche la dépouille de Maurice Audin, ceux qui savent où il faut chercher, c'est quand même les Français. Et ceux qui peuvent chercher, c'est quand même les Algériens, puisque maintenant le territoire est algérien. Donc ce n'est pas les Français qui vont se mettre à creuser, s'il y a à creuser quelque part, ce sera les Algériens qui devront le faire, sur l'indication de ceux qui ont fait les choses, donc sur l'indication des Français. Donc là-dessus, oui, effectivement, il y a besoin d'une collaboration entre les deux pour savoir où est-ce qu'il faut creuser et qu'on le fasse. Et puis qu'ensuite on fasse éventuellement des tests ADN, des choses comme ça, pour vérifier que ce qu'on trouve à cet endroit-là, c'est effectivement la dépouille de l'un ou de l'autre, etc. Et ça date de la guerre d'Algérie ou ça date des années 90, allez savoir. Donc c'est pas certain de savoir exactement ce qu'on va trouver, donc il faut faire des tests. C'est important pour toutes les familles. Après, on peut décider que ça, effectivement, c'est pas important et qu'il y a des choses plus importantes, qui sont les vivants, qui sont les gens qui vivent actuellement, qui sont, par exemple, un journaliste comme Khaled Rani, qui est un journaliste qui est en prison parce que le chef de l'État algérien l'a dénoncé comme espion au service de la France. Et la France n'a pas réagi au fait que quelqu'un qui fait son travail de journaliste honnêtement, en conscience, que cette personne-là, peut-être qu'elle a rencontré des Français, serait au service de la France. Il est correspondant de TV5 Monde, donc il est au service de la France, et donc c'est un espion au service de la France. Et la France ne réagit pas à des propos de ce genre, qui sont parfaitement inadmissibles, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir avancer ensemble, les deux pays. Je pense que le plus simple, ce serait qu'elle soit commune et qu'elle soit numérisée et qu'elle soit commune entre les deux pays, puisqu'il y a ceux qui étaient présents, il y a à quel endroit ils étaient. Bon, je pense que le plus simple, c'est de considérer que n'importe quel Algérien peut utiliser ces archives et n'importe quel Français peut utiliser ces archives, puisque c'était des archives de la France en Algérie. Ça ne me pose pas de problème, en particulier avec la numérisation, ça devrait être faisable. Après, le vrai problème sur les archives, ce n'est pas tellement où elles sont localisées, c'est est-ce qu'on peut les voir ou pas. Est-ce qu'on peut voir les archives qu'il y a en Algérie? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut voir les archives qu'il y a en France? Là, il est tout à fait clair qu'actuellement, le SGDSN, qui est une espèce d'officine qui travaille auprès du Premier ministre français, a décidé que la loi n'avait pas d'importance et qu'il y avait une procédure qu'il mettait en place lui. Il faut remonter à avant 1934 pour réussir à avoir des archives qui soient consultables? Non, la loi elle dit 50 ans, elle ne dit pas 1934. Les 50 ans ils sont passés en 2012. On est en 2021, il y a un moment où il faut se rendre compte que oui, les archives, elles doivent être accessibles.
peut-être pas jetées comme ça dans la rue au vu de tout le monde, mais elles doivent être accessibles pour les chercheurs, pour n'importe qui a besoin, qui travaille là-dessus. Un étudiant qui travaille, un étudiant en histoire, qui veut faire sa thèse, il n'a pas toute sa vie pour faire sa thèse. Il a 3 ans, peut-être 4 pour faire sa thèse. Si on le fait attendre pendant 5 ans, 10 ans pour pouvoir consulter un document, bon, ben, il va faire autre chose, mais il ne fera pas une thèse en histoire. Et bon, l'histoire, elle avance aussi, en particulier, avec le travail des étudiants qui sont en thèse. En ce qui concerne mon père, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des archives qui sont au niveau national, qui ont des archives publiques nationales, parce que je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été privatisées, des choses qui sont chez tel ancien colonel, tel ancien général, tel ancien militaire de tel ou tel niveau, à tel ou tel endroit, qui sont peut-être dans un grenier, et dont il serait bien que les héritiers ou les possédants les remettent aux archives nationales de façon à ce qu'on puisse savoir. En ce qui concerne Maurice Audin, j'ai assez peu d'espoir, parce que c'est quand même quelque chose dont il a été beaucoup question à ce moment-là, et les militaires ont fait ce qu'il fallait pour faire disparaître toute trace, je pense. Donc c'est assez peu vraisemblable qu'on trouve quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas que Maurice Audin, il y en a des milliers. Et il y a un site qui s'appelle milotre.org, dans lequel on voit un certain nombre de gens comme Maurice Audin. Et donc, pour la grande majorité des disparus, il y a certainement des choses qui existent dont il faudrait donner connaissance, les fournir aux archives nationales, et que les archives nationales ne les classifient pas comme secret défense, mais les mettent à disposition de ceux qui veulent les consulter.